Bonjour à tous, bienvenue dans Flashtag. Installez-vous confortablement derrière votre écran. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Candeloro. Vous l'aurez reconnu. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté mon invitation. De rien, Nolwenn, hein. Avec plaisir. Surtout que c'est la première en plus. C'est la deuxième. Ou la troisième, je ne sais plus, je les compte plus. D'accord, bon bah c'est bien, au moins il y a un peu de rodage. Exactement. Okay. Alors on va passer un bref instant ensemble, mais intense. Seulement. Je vous le promets. Ah oui. Et on va commencer par votre actualité. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Alors, moi cette année, j'ai dit que j'allais y aller mollo, parce que j'ai eu une grosse saison en 2014 avec les Jeux Olympiques, Ice Show, Holiday on Ice en tournée, tout ça. Donc, rien que ça. J'ai eu un corps assez abîmé l'année dernière, donc j'ai dit cette année, on verra bien ce qui se passera. 2015 sera un petit peu plus calme, ce qui sera normal. On fera quand même les retransmissions avec Nelson Montfort pour commenter le patinage artistique, toujours, puisque France Télé m'a gardé, malgré les propos sexistes qu'on a voulu me prêter l'année dernière. Et puis après ça, en fonction de ce qui vient, il y a des choses qui se proposent quand même. Hein. Je ne vais pas rester les bras croisés, parce qu'il y a toujours plein de choses à préparer. On vient de lancer un nouveau spectacle pour enfants qu'on va exploiter pleinement en 2015, en décembre 2015. Qui s'appelle La Nuit Magique. Alors c'est la nuit magique de Noël sur glace ou la nuit magique au pays des jouets, parce que c'est un spectacle qu'on peut jouer finalement toute l'année. On ne change que la fin du spectacle où évidemment le Père Noël n'est plus là puisqu'il est retourné chez lui pour fabriquer les jouets. Mais on est un peu dans cet engrenage là, c'est-à-dire qu'on va visiter comment les jouets sont fabriqués tout au long de l'année par rapport à cette période de Noël. Et alors, si vous aviez une machine à remonter le temps, quel moment de votre carrière choisiriez-vous de revivre ? Voilà, moi, si j'avais une machine à remonter le temps, je ne remonterais même pas sur ma carrière, j'irais beaucoup plus en arrière. C'est-à-dire dans un autre époque ? Ouais. Il y a des époques qui me fascinent un petit peu. Alors, imaginez-vous mon niveau de patinage au début des années 1900. Là, je serais un triple champion du monde, un triple champion olympique. Bon, voilà, il y a des choses comme ça, mais c'est vraiment le voyage de certaines villes, certains pays, 50 ans ou 100 ans en arrière en fait. D'accord. Des fois, parce que c'est des villes que j'ai découvertes et sur une vingtaine d'années, j'ai vu l'évolution de ces villes-là. Et du coup, ça serait intéressant de le revoir en arrière. Alors après, sur la carrière, finalement, je suis pas nostalgique sur toutes ces années. J'ai patiné 35 ans, je continue à le faire aujourd'hui, donc j'ai eu des très très bons moments, alors plus des bons moments que des mauvais. Donc du coup, revenir en arrière, ça voudrait dire me méfier de plein de choses que j'ai pu vivre. Et j'ai pas vraiment du tout envie d'y retourner du coup. Bon, on va y retourner quand même juste pour la mémoire. On va faire un petit quiz qui s'appelle Flashback. Et il va falloir me répondre du tac au tac, sans trop réfléchir. Vous êtes prêts ? On va essayer. Allez, c'est parti. Quel autre patineur français vous a accompagné au championnat du monde en mars 92 à Auckland ? À Auckland, ça c'était Eric Milot. C'était Axel Médéric. Et vous étiez à la 9e place. J'avais un léger doute. Oui, alors, parce que Mio Pétorin avait fait les Jeux Olympiques d'Albertville et les deux étaient out pour les mondes. Et donc j'étais le premier remplaçant. Et effectivement, Axel Médéric était là. Très bien. On continue ? Allez. Avec quelle musique de film choisissez-vous de défendre votre programme libre pour la saison 91-92 ? Musique de film ? Conan le Barbare ? Yes. Ding. En quelle année parce que c'est dur, hein, 30 ans, faut repasser en arrière. Parce que le premier titre musical de film que j'ai utilisé, c'est effectivement Conan le Barbare. Il y a eu des brides de musique de film que j'ai utilisées avant sur mes programmes d'avant, mais il n'y avait pas de thème dans le programme. D'accord. Là, on se rappelait de Conan parce que du début jusqu'à la fin, c'était le thème de Conan le Barbare. D'accord. Bon, j'apprends des choses aussi. En quelle année devenez-vous champion de France à Rouen devant le quadruple champion Éric Millot, justement ? Oh là, ça devait être en 91, je dirais. Un peu plus loin. Plus loin, 13 ? Ouais, 93-94. On continue avec des vrais faux. Alors même chose, concentration, c'est parti. Vous avez calculé avoir fait dans votre vie plus de 500 000 sauts, 50 000 km sur la glace, soit plus d'une fois le tour de la Terre, j'ai compté, et 1 million de pirouettes. C'est vrai ? Alors, tout est vrai, sauf les pirouettes. 1 million de pirouettes, peut-être 1 million de tours de pirouettes. Mais 1 million de pirouettes, déjà, j'aime pas les pirouettes. Mais du coup, j'en ai inventé une qui porte mon nom. Oui, c'est ça. C'est ça qui est marrant. Mais non, en fait, oui, le reste est assez vrai, puisque on patinait à l'époque 6 heures par jour. Il y avait les figures d'école
Vous savez, les grosses figures géométriques qu'on faisait sur glace et qu'on devait superposer fois 3 traces. Et ça, on s'en tapait 3 heures par jour. Et vous les comptiez le soir en rentrant? Non, je ne les comptais pas, mais je me suis amusé. J'ai fait un petit tableur Excel en me disant, tiens, ça m'intéresse de savoir combien de kilomètres j'ai parcouru dans ma vie avec les patins aux pieds. Et du coup, c'est ressorti le chiffre là, vous n'êtes pas loin, hein, je n'ai pas les chiffres comme ça en tête, mais on l'avait inclus dans le spectacle d'adieu et dans le DVD du spectacle d'adieu. D'accord. Mais ce qui était intéressant, c'est de dire, waouh, autant de kilomètres, parce que mine de rien, quand on fait un cercle de figure imposée, c'est à peu près 10-12 mètres qu'on fait. Donc 12 mètres d'un côté, 12 mètres de l'autre, ça fait 24, fois 3 traces, ça fait 60 mètres. Ouais. Quand vous faites un tour de piste, c'est une longueur de 56 mètres de long sur 26 mètres de large. Donc ça fait déjà 1600 mètres carrés à parcourir. Donc tout vient très très vite. Le nombre de kilomètres sur glace, le nombre d'heures, après le nombre de pirouettes et de sauts en rotation. J'avais fait ça pour la sollicitation des genoux parce qu'un jour on va découvrir que j'ai de l'arthrose soit aux hanches, soit aux genoux et qu'on va dire mais pourquoi? Oui, c'est normal, c'est avec la pratique du sport. Et je trouvais ça intéressant justement de déchiffrer ce genre d'informations parce que personne ne l'avait fait jusque-là. Moi j'aime bien chercher des trucs que personne n'a fait avant. C'est réussi. Alors deuxième question, au Texas, les filles étaient tellement fans de vous qu'elles vous attendaient la nuit dans l'hôtel, cachées derrière les distributeurs de boissons. L'une d'entre elles aurait même appris le français uniquement pour communiquer avec vous et consacre ses vacances à vous suivre dans vos tournées. Alors il y a du vrai faux. Ouais. Il y a des vrais faux parce qu'en fait, c'était pas au Texas. C'était pas au Texas, c'était au Japon. Ouais. Il y a vraiment eu. Alors les Américaines étaient quand même assez chaudes à un moment donné. Hein. Elles m'envoyaient leurs petites culottes ou leur soutien-gorge avec leurs les photos prises avec et tout avant. Et les Japonaises sont tout aussi chaudes que les Américaines? Alors non, les Japonaises, elles étaient un peu plus démonstratives, agressives dans leur côté fan, mais très respectueuses comme tous les Japonais le sont d'ailleurs. Pudique, respectueux d'autrui tout le temps, toujours très cadré. Et j'étais étonné d'ailleurs de voir que au moment où ma célébrité démarrait au Japon, tout cet engouement qu'elles avaient pour moi et ce lâcher prise qu'elles arrivaient à faire, parce que une japonaise me suive dans un couloir d'hôtel, mais 20 ans avant ça serait jamais arrivé. Donc là et puis elles se sont mises à pleurer parce que je les avais découvertes en fait. Elles étaient vachement gênées et, voilà. Comme une punition. Mais moi après à chaque fois que je les revois, je leur faisais comme ça. Attention. On va continuer avec des questions farfelues, c'est comme ça que je les appelle. Ça tombe bien, j'adore ça. Dans une autre vie, quel autre métier auriez-vous fait? En fait, moi, je sais faire plein de choses. Je suis manuel plus qu'un télo. Ça veut pas dire que je suis loin d'être con, hein, quand même. Mais du coup, c'est parce qu'avec le sport que je faisais, on faisait que 3 heures de scolarité par jour. Et du coup, même à la maison, comme on n'avait pas beaucoup de thunes, les parents nous habituaient en fait à récupérer et à bricoler plein de choses. Donc même nous, si on voulait une mobilette, fallait aller chercher les 2-3 pièces à droite à gauche pour pouvoir en faire une seule. Donc ce serait bricoleur, mécano. Beaucoup de choses comme ça. Moi, je suis très manuel, donc j'aime bien bricoler et comme je suis pas c'est-à-dire que j'aime pas gaspiller, du coup c'est vrai que je suis assez proche de mes objets, j'y fais pas forcément attention, mais je suis assez proche des objets, j'ai envie de les garder le plus longtemps possible. Voilà. D'accord. Et si vous restez un jour à vivre, qu'est-ce que vous feriez? Alors, un jour à vivre? Un seul jour. Ça c'est dur, parce que en fait je pense que je passerai ma journée à faire l'amour. C'est tellement bon, on se sent tellement bien que finalement c'est peut-être une des seules choses qui reste pas taxée en France. D'accord. Puisque même les filles qui font ça comme métier sont pas encore taxées, ça ne saurait tarder. Mais je pense que oui, c'est... Alors ça rejoint ma dernière question. Si vous étiez dans le corps d'une femme, voilà, est-ce que vous avez déjà rêvé d'être dans le corps d'une femme pendant une journée? En fait, je supporterais pas mon mec qui viendrait vouloir me sauter dessus toute la journée. Donc, en fait, surtout si je suis mignonne. Mais peut-être avoir la sensation, finalement, d'enfanter. Ah oui, d'accord. Juste pour... Prêt à subir la souffrance de l'accouchement. Disons que nous, en tant qu'hommes, je pense que c'est pas la souffrance qu'on voit, c'est peut-être plus le plaisir et cette fusion qu'il y a entre le bébé à l'intérieur et ce que nous, on peut pas connaître. Ah oui. Donc, parce que nous, finalement, on met que la petite graine de démarrage et puis après, le reste, c'est quand même la femme, effectivement, qui va souffrir à un moment donné, mais elle a quelque part la chance d'avoir quelque chose que nous, on pourra jamais connaître. Donc, du coup, ça, c'est peut-être
peut-être un petit manque, mais bon, et puis peut-être une paire de seins pour pouvoir me plotter quand j'en ai envie. ça serait pas mal. D'accord, on retient. Merci beaucoup Philippe. De rien, avec plaisir. Et puis quant à vous, vous connaissez le principe. Si vous avez flashé sur ce sujet, n'hésitez pas à taguer sur les réseaux sociaux. Et puis envoyez-moi vos idées, les sujets dont vous aimeriez parler. C'est marqué sur mon site internet, voilà, en bas de l'écran. Vous avez juste à envoyer tout ça. À très très bientôt. Salut, on compte sur vous.